Quels sont les meilleurs ETF à dividendes? C'est ce qu'on va voir à travers un top 4, en sachant que certains sont disponibles directement depuis un PEA, d'autres depuis un compte titre. Et juste avant de voir ce top 4, on va faire un petit rappel sur les avantages et les inconvénients des ETF à dividendes parce que c'est assez spécifique. Donc on est parti pour que ça soit à peu près équitable. J'ai mis 3 avantages au niveau des ETF à dividendes et aussi 3 inconvénients. Et vous pouvez me partager bien entendu en commentaire selon vous les autres avantages des ETF à dividendes, les autres inconvénients. Mais en tout cas, ces éléments-là sont vraiment très importants si on souhaite investir dessus. Le premier avantage, donc recevoir des dividendes, peu importe la situation du marché, c'est qu'en général, les ETF qu'on va voir ici versent des dividendes que le marché soit haussier, le marché soit baissier. Donc c'est un sentiment qui, je sais, est recherché par beaucoup d'investisseurs finalement d'avoir un dividende, une sorte de revenu passif qui est perçu, même s'il ne faut pas oublier que en réalité, c'est quand on reçoit un dividende, les actions baissent en soi. Donc c'est une opération qui est plutôt neutre. C'est un petit peu comme quand on va retirer auprès de sa banque 20 euros. Au niveau de son compte en banque, on a enlevé 20 euros et on a sorti 20 euros en espèces. Mais on a exactement la même somme, sauf que ça pose aussi quelques problèmes qu'on va voir. Deuxième avantage, pas de frais de vente. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que si imaginons on a un très gros capital et que chaque mois, chaque année, on vend certaines positions, on va avoir des frais à chaque fois qu'on vend. Là, étant donné que ces deux ETF à dividendes, ils vont vendre en réalité une partie des positions et donc on va pas avoir ces frais d'ordre de vente. Troisième avantage, la diversification, parce que on est sur des ETF, on va voir qu'il y a des ETF à dividendes assez larges qui permettent d'être quand même plutôt bien exposés. Maintenant, les inconvénients. Le premier, c'est la fiscalité. Alors là, ça va dépendre est-ce qu'on est sur PEA, sur compte titre. Donc pour les ETF sur PEA, pas trop de problématiques tant que ça reste dans l'enveloppe fiscale. Par contre, sur compte titre, à chaque fois qu'on reçoit un dividende, même si c'est 3 euros par mois, il y a 30% de flat tax dessus. Donc globalement, il nous reste 2 euros et quelques centimes. Donc ça, c'est un inconvénient qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas capitaliser et se dire, je paierai des impôts plus tard. Non, c'est des impôts dès qu'on reçoit des dividendes. Deuxième élément, les frais des ETF à dividendes qui sont plus élevés que pour des ETF capitalisants où pour le coup, on parle de x2, x3, x4 même, notamment sur compte titre, il y a vraiment des très très grosses différences de frais. Même si en soi ça reste beaucoup plus faible qu'un fonds en gestion, on va payer 2% par an, mais ça reste 2 fois plus élevé, 3 fois plus élevé que des ETF capitalisants classiques sur compte titre. Et ensuite, troisième inconvénient, c'est l'effet boule de neige interrompu. Donc on parle souvent des intérêts composés. Finalement, ces dividendes qu'on perçoit, vu que souvent on a cette partie fiscalité qui va rentrer en jeu, mis à part sur PEA quand on est dans l'enveloppe, si on réinvestit mais avec un manque à gagner de 30% qui aurait pu être réinvesti. Et au-delà de ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on va avoir aussi les ordres d'achat. Donc ça fait en sorte que la boule de neige, elle est beaucoup plus lente, mais c'est pour ça que finalement au niveau des ETF à dividendes, ça peut être pertinent lorsqu'on est dans une phase finalement de toucher à son capital. Par contre, si vraiment on souhaite capitaliser et qu'on ne souhaite pas toucher à son patrimoine, il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir des ETF à dividendes en portefeuille parce que on va faire grandir cette boule de neige beaucoup trop lentement par rapport à des ETF capitalisants. Maintenant, on va regarder ces 4 ETF parce que c'est quand même hyper intéressant et après on va les comparer à un ETF classique, soit S&P 500, soit du World. On verra par rapport à ça. On commence par un des plus gros ETF à dividendes de chez Vanguard. Donc c'est le All World High Dividend Yield. Donc pour le coup, qu'est-ce qu'il nous indique ici? Premièrement, les frais. Donc on est à 0,29%. Donc il est disponible celui-ci exclusivement sur compte titre. Donc vous le retrouvez chez Trade Republic, Scalable Capital et aussi d'autres courtiers. Pour Scalable Capital et Trade Republic, je vous mettrai les liens en description avec des bonus à l'inscription en fonction de la période. Donc les frais sont assez faibles concernant cet ETF là. Il a un encours hyper élevé, c'est un des plus gros ETF. Donc on est à 3 milliards 457 millions. On est sur un très très gros ETF et il a aussi pas mal d'ancienneté, 2013, donc il a 10 ans actuellement. Si on descend un petit peu plus bas, donc là on peut voir sa performance depuis à peu près 2013 on va dire, donc il a fait plus 100%. Bien entendu, il a versé des dividendes. Donc on va voir quel est le dividende qui est versé. Est-ce que c'est versé chaque mois, chaque trimestre, chaque année? Donc là, dès qu'on voit un D, c'est qu'il y a un dividende qui a été versé. Donc on va aller voir tout ça. Mais plus 1%, donc en 10 ans,
à peu près. Donc on est sur une performance ici d'à peu près 10% par an. Et le marché par contre a fait quand même beaucoup plus. Si on compare à du S&P 500, on n'est pas sur plus 100%, mais je pense qu'on est... on va pouvoir aller voir. Alors 10 ans on n'a même pas, mais si on se met sur le max... En 2013, on était à 1770. Actuellement, on est à 4467. Donc, on est largement au-dessus du x2. On est x2,5. Donc, on est beaucoup plus élevé. Après, là, ça a été capitalisant. Il n'y a pas de dividende versé. Donc, regardons maintenant un petit peu plus d'informations. Quand est-ce qu'est versé le dividende et aussi de combien il est. Donc, on va descendre un petit peu plus bas. Juste ici, on retrouve les positions. Donc il est beaucoup exposé sur les États-Unis, donc 41% juste ici. Après on a du Japon, on a autres. Et au niveau du secteur, on a pas mal le secteur de la finance. Et de toute manière, même en France, c'est le secteur de la finance qui paye le plus de dividendes. On a, je crois que c'est BNP Paribas en France, ou Crédit Agricole. Il me semble que c'est plus Crédit Agricole qui paye un gros dividende qui est de 8 à 10% par an. Donc les secteurs financiers, la santé, l'industrie. Donc ici, on retrouve pas forcément les sociétés technologiques qui, pour le coup, en général, versent très peu de dividendes ou voire pas de dividendes. Apple verse un tout petit dividende, Amazon je crois même pas qu'il verse dividendes, Microsoft je sais pas, Tesla verse pas de dividendes, Facebook pas de dividendes. Donc les sociétés tech finalement c'est les actions qui explosent mais il n'y a pas de dividendes. Si on descend un petit peu plus bas, ici, on va voir l'aperçu des rendements. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus ici, c'est le rendement annuel de distribution. Donc il est à 3,56, juste là. Donc après, on peut aussi voir l'évolution du dividende, donc de 2019 à 2022, ici période sur un an, 2021-2020. Donc on est autour des 3,5% à peu près, donc 100 000 euros de capital en bourse. Ça rémunère 3 500 euros par an. Bien entendu, l'ETF aussi prend de la valeur au fil du temps, mais moins que du capitalisant. Et celui-ci, il a la particularité de verser un dividende, non pas tous les mois, tous les ans, mais tous les trimestres. Donc il y a un dividende en mars, en juin, en septembre et en décembre, juste ici. Donc c'est le premier, et là aussi on a une partie sur la volatilité, aperçu des risques, donc volatilité 1 an, 3 ans, 5 ans, perte maximale sur 1 an, sur 5 ans, perte maximale depuis sa création, donc il a déjà fait une fois un moins 35%, et c'est à peu près tout au niveau des informations. Maintenant on va passer, après cet ETF de chez Vanguard, à un autre ETF de chez iShares, donc là on part chez BlackRock directement. C'est aussi un ETF qui est assez intéressant. Alors lui, il y a 100 entreprises à l'intérieur et c'est les 100 entreprises qui versent le plus de dividendes ou du moins les dividendes les plus élevés. Donc on va voir qu'au niveau des dividendes, il me semble qu'on est beaucoup plus haut. Pareil, si on descend un petit peu plus loin, on a la performance juste ici. Donc lui, il a fait plus de 100% de 2010 à 2023, donc là on est sur une période supérieure à 10 ans, en 13 ans, on peut se mettre aussi sur 5 ans, juste ici, sur 5 ans on peut voir qu'il a fait plus 25, le S&P 500 sur 5 ans il a fait plus 53, et si on se met sur un an, juste ici 11,49, et cet ETF de chez iShares sur un an, il a fait moins 0,77. Donc souvent de manière générale ça performera toujours moins bien qu'un ETF qui est capitalisant si on est sur un indice similaire ou sur un pays similaire, mais de toute manière quand on investit là-dessus c'est pas forcément pour la grosse performance, c'est plus pour recevoir un dividende chaque mois, chaque trimestre, chaque année. Si on descend un petit peu plus bas, les frais là ça commence à taper 0,46% par an. Donc on est beaucoup plus élevé sur l'ETF de chez Vanguard juste ici. Sa date de création, donc aussi c'est un ETF qui a pas mal d'ancienneté. Donc on est sur un ETF de 2009. Il a aussi un gros cours sous gestion, donc 2 milliards. Donc ça c'est vraiment les deux plus gros ETF qu'on retrouve pour les investisseurs français qui sont accessibles et qui versent des dividendes. Donc là à 3 milliards, ici on est à 2 milliards. Donc on est sur quelque chose de très très gros. La monnaie du fonds, juste ici on est en euros. Ici je ne l'ai pas dit mais il me semble qu'on était aussi en euros, alors je vais aller regarder, ça s'affiche pas mais il me semble qu'on est aussi sur de l'euro pour celui-ci. Maintenant on va descendre un tout petit peu plus bas, là on retrouve les positions, donc les 10 premières, les pays, donc là on est beaucoup moins sur les US, donc 18%, Hong Kong 14%, Australie 13%, donc ici on est un petit peu plus diversifié, moins sur les US, et pareil on retrouve en tête de liste les services financiers, notamment les bancaires. Si on descend encore un petit peu plus bas, on peut voir le rendement sur cette année, donc la performance actuellement sur l'année en cours, donc moins 1 à 54,
Donc encore une fois, ça verse des dividendes même lors des périodes un peu difficiles. Ici, le S&P 500, ils réinvestissent tout automatiquement. Donc depuis le début de l'année, on est quasiment à plus 17. Après, qu'est-ce qu'on peut voir si on descend encore un petit peu plus bas? On voit que pour les dividendes, c'est exactement la même chose, donc c'est tous les 3 mois. Donc là, c'est pas les mêmes périodes, du coup, ça va être janvier, avril, juillet et octobre. Et le dividende ici, on peut voir les pourcentages, donc il est beaucoup plus élevé par contre. On peut voir ici 5,53, 4,56, 3,53, 4,78. Donc ça peut bouger d'une année en année. Ils peuvent les réduire, les augmenter, etc. Parce que les entreprises finalement peuvent bouger leurs dividendes. Certaines, ils les font monter, d'autres, ils font baisser leurs dividendes, d'autres peuvent même les stopper. Mais en tout cas, là, on retrouve exclusivement à chaque fois les 100 entreprises qui versent les plus gros dividendes, ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez intéressant concernant cet ETF. Après, par contre, il y a des frais qui sont waouh, quoi. Il y a des frais vraiment très très élevés, en sachant que celui-ci aussi n'est pas disponible sur PEA. Il est disponible exclusivement sur compte titre, et après on verra un ETF d'ailleurs qui est disponible sur PEA. On passe à un troisième ETF, le iShares World Quality Dividend ESG. Là, on a sa performance du coup depuis le début de l'année, donc 7,95. Donc contrairement à certains autres qu'on a vu juste avant, lui depuis le début de l'année, ça se passe plutôt bien. Et si on descend un petit peu plus bas, on va se mettre juste là. Là, on peut voir sa performance. Donc ici, alors j'imagine qu'il a été créé assez récemment. Donc on a sa performance 2018. Et par rapport à ces différents points, donc les frais, on est à 0,38. Moins élevé que le iShares, mais beaucoup plus élevé que le Vanguard. Après, qu'est-ce qu'on a comme information? Donc sa date de lancement, il est un peu moins ancien, 2017. Au niveau de la devise, on est en USD. Distribution, au niveau du rebalancement, donc ça, c'est pas forcément le dividende de rebalancement, c'est il change l'émetteur directement les actions au sein du portefeuille. Donc là, c'est tous les trimestres. Au niveau du nombre d'actions, est-ce que c'est indiqué? Alors ça va être indiqué quelque part. Là, on va avoir le nombre de positions, 169. Donc c'est un ETF World Quality, donc avec un facteur quality, mais par contre, c'est pas comme un ETF World classique où il y a 1600 entreprises. Là, on est sur un ETF spécifique, donc il n'y en a que 169. Bon, c'est déjà pas mal, mais c'est pas non plus stratosphérique. Et on va se mettre au niveau des performances, donc juste ici, mais avant, ce qui est intéressant, c'est que ici, les secteurs, on est sur de la tech. Donc on a au niveau de la tech 27%, santé 17%, industrie 11%. Donc c'est pour ça que j'en ai pris des assez différents, avec certains qui sont pas du tout sur la tech, mais exclusivement sur les services financiers, avec des ETF qui sont beaucoup sur les US, d'autres pas du tout sur les US. Celui-ci, pour le coup, il est beaucoup sur les US. Ça ressemble un peu à une composition de MSCI World classique, 70% US, sauf que là, c'est vraiment sur les entreprises qui versent des dividendes. Maintenant, au niveau de la performance, alors on va se mettre juste là. On a juste ce graphique. Est-ce qu'on n'aurait pas la performance cumulée qui pourrait s'afficher? Voir sur le graphique et mettre un benchmark. Alors non, on va pas forcément pouvoir mettre un benchmark, mais c'est pas grave. Seul truc qui pourrait être intéressant, c'est de voir le dividende qui est versé, il est de combien. Donc je vais essayer de vous trouver ça. Alors du coup, le montant du dividende concernant ce ETF, donc je l'ai vu sur Just ETF, on est autour des 2,90, à peu près 2,71, 3. Par contre, lui, c'est que 2 fois par an où il verse un dividende. Donc ça aussi, il faut voir si ça correspond à son profil. Est-ce qu'on préfère recevoir un dividende tous les trimestres, voire ici 2 fois par an. Et après, il y a peut-être aussi d'autres ETF qui versent des dividendes tous les mois. Mais là, j'ai vraiment essayé de prendre les plus gros, et aussi des ETF avec des expositions géographiques assez différentes et des frais aussi qui vont être différents. Celui-ci aussi, concernant cet ETF de chez BlackRock, il est aussi que sur compte titre. Et là, on va finir par un ETF qui est disponible sur PEA. Et après, on va comparer la performance de ces 4 ETF entre eux par rapport à un autre benchmark. Donc c'est parti. L'ETF qui est disponible sur PEA, c'est celui-ci. Donc c'est un Lyxor Stock Europe, donc c'est que sur l'Europe, et c'est 30 entreprises au total. Donc performance depuis le début de l'année 2,04. Les frais de gestion 0,30, donc ça fait cher, hein, 0,30 pour 30 entreprises à l'intérieur. Donc il distribue un dividende, c'est le seul qui est éligible au PEA. Et si on descend un petit peu plus bas, là on va retrouver les 10 principales entreprises à l'intérieur. Donc là on a du Yara, du Rio, Glencore, Taylor, Wimpey, etc. On peut voir leur poids au sein de l'indice. Donc là, les 10 principaux composants, pour le coup, c'est un poids qui est assez important. Là, on a 10%, 20%, quasiment 30, 40. Ouais, en fait, 10 positions, c'est vite 50%. Et en même temps, c'est assez normal parce qu'il n'y a que 30 positions. Si on descend un petit peu plus bas,
Les secteurs, alors on retrouve la finance, encore une fois en tête de liste, hein, donc 34,22, les matériaux, services aux collectivités, biens de consommation, industrie, la répartition par pays, donc on est sur un ETF Europe, on a ici le Royaume-Uni à 27%, la France quasiment 15%, Allemagne, Norvège, Espagne, Pays-Bas, Italie, Belgique, Suisse, Danemark. Et sur 10 ans, donc ça a pris en termes de pourcentage, on était, sur 10 ans, on se retrouve avec du 80% de performance hors dividende. Parce que là, le dividende, il est versé, c'est pour ça que c'est pas fou non plus sur 10 ans, enfin sur à peu près 10 ans, mais c'est parce que on a un dividende qui est versé et celui-ci, alors on va essayer de trouver le montant de ce fameux dividende. Juste avant ici on peut voir un peu les performances du coup sur les différentes périodes. Donc là 2022 ça avait baissé, ici ça s'était très bien comporté. Donc pour le dividende je suis retourné sur Just ETF. Alors ici il m'indique actuellement qu'on est à 0,87%, distribution des 12 derniers mois on est à 13 centimes donc par titre. Donc le titre coûte combien ? Est-ce qu'on va avoir le prix qui est indiqué, le cours, 14,94 €. Et ici, on a le rendement historique de distribution. Donc là, sur un an, donc 0,13, 2022, 1,13, 2021, 80. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai l'impression que ça s'est effondré, non ? Parce que pour le coup, actuellement, on est à 0,93. Donc oui, à peu près comme 0,87, 13 centimes. Et on peut voir qu'en 2022, le rendement était, on percevait 1,13 par titre. Donc, soit ça s'est effondré, soit ils ont splitté un petit peu l'actif parce qu'il valait trop cher et ils ont divisé. Je sais pas trop comment ça s'est passé. Et ils versent un dividende du coup 2 fois par an. Ouais, ça, il faut pas le prendre en considération parce que c'est 2010. Donc, ils versent un dividende en juillet et un dividende en décembre concernant cet ETF qui est éligible PEA. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement ici. Alors là, il y a plusieurs courbes. Ça va être plutôt intéressant. Premièrement, ce que j'ai fait, c'est que le CW8 juste ici, donc ça c'est l'ETF Monde qu'on retrouve beaucoup sur PEA de chez Amundi. Tout en haut, le SCPX, c'est un ETF S&P 500. Et le reste, ce sont nos différents ETF à dividendes. Donc c'est normal que la performance soit en dessous, étant donné qu'il verse un dividende qu'il n'est pas réinvesti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste un petit peu dézoomer. Déjà, alors je vais dézoomer. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Donc, les ETF capitalisants, on est vraiment largement au-dessus. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se mettre au niveau des mêmes périodes de création. Donc pour l'exemple, là je pense qu'on est pas mal. Donc ETF Monde, on peut voir que sur certaines périodes, il peut surperformer le S&P 500. Après, si on se met depuis le début de l'année juste ici, on peut voir que le S&P 500 est bien au-dessus. Mais de manière générale, alors on va avoir premièrement ici le WQDA, qui était, il me semble, alors est-ce que c'est cet ETF là ? Non, VHYL. Est-ce que c'est celui-ci ? On va regarder, ISPA, donc ça doit être l'ETF de chez iShares qui est là. Et après, on va avoir le dernier ici de chez Lyxor. Et donc concrètement, en fait, rien qu'avec ça, moi ce que je me dis, c'est que c'est intéressant, mais vraiment si on veut faire en sorte de recevoir un dividende et que la performance est pas notre priorité, mais si on se met rien que sur la ligne verte ici, qui pareil est un ETF assez ancien, donc je vais essayer de trouver c'était lequel. Est-ce que c'est celui-ci ? Yes, c'est celui-ci, donc je vais fermer les autres. Juste là, je vais me fermer celui-ci aussi. Voilà, donc là c'est assez parlant. Le ISPA, juste ici, c'est son code, on est à 6,24%. Et ça verse pas dans tous les cas un dividende très très important. Donc là, c'est pas celui-là, c'est celui-ci, ISPA. Et il verse un dividende de combien ? On va regarder. C'est quand même pas mal. Rendement annuel distribution, 5,91. Donc après, ce qui serait intéressant de faire, du coup, c'est de moyenner un peu toutes les années afin de voir concrètement qui bat qui, en sachant que si on est en France, on a la fiscalité, parce que là, c'est pas sur PEA, c'est que sur compte titre. Donc il faut aussi enlever 30%. Donc à 5,91, on enlève 30%, on est vite à 4 quelque chose. Donc 4 quelque chose, si on fait juste un petit calcul rapide, depuis 2018, donc 2018, on va dire que ça fait 5 ans, donc on va lui faire 5 x 4 à peu près, qu'on va lui rajouter à 6%. Donc 5 x 4, on est directement à 20%.
Donc 26% versus ici de l'ETF Monde ou du S&P 500, on est quand même 2 fois plus élevé, malgré un dividende qui est versé. Après, on peut se mettre sur une plus longue période. On peut se mettre jusqu'à où? Allez, regardons, on va essayer de faire les calculs. Bon, jusqu'ici, c'est le max. Ok, donc là, c'est le max. Pour le coup, on a fait plus 24, on était en 2014, donc on va faire 6 années plus 3, donc 9 années. On va lui rajouter 4%, donc 9 fois 4, 36, 36 plus 24, ça fait 50, 50 versus 212% pour un ETF monde. Donc c'est problématique. C'est problématique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je pense pas que les ETF à dividendes sont vraiment une solution et surtout pas finalement quelque chose d'intéressant si on est en phase de capitalisation, si on est en phase où pour le coup on veut faire plus fructifier son portefeuille, mais on veut juste recevoir des dividendes. Pourquoi pas, mais en réalité, pourquoi pas vendre plutôt du capitalisant, des petites parties en fonction du marché, si le marché est haut, vendre un petit peu, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et par rapport à ces ETF, je vous mettrai les 2 comptes titres aujourd'hui qu'on peut utiliser pour acheter ce type d'ETF. Donc on va voir Trade Republic, on va voir Scalable Capital. Vous avez des bonus à l'inscription en fonction de la période avec les liens en description. L'ouverture, elle est gratuite et je vous mets une autre vidéo sur la chaîne juste ici qui est un guide complet pour acheter un ETF capitalisant et clairement ça sera beaucoup plus rentable qu'un ETF à dividende.